Donc bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue sur notre nouveau Time to Talk donc avec le groupe Rive Neuve. Donc vous le savez déjà peut-être, mais nous organisons ce type d'événement donc environ 2 fois par mois. Donc voilà, c'est une occasion voilà de décortiquer des sujets d'actualité ou des thèmes importants pour les TPE et les PME. Donc le tout sur une petite heure. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Simon Knapougel du groupe Rive Neuve, donc pour ce Time to Talk spécial sur la transition écologique, donc repenser son modèle d'affaires pour le rendre régénératif. Donc n'hésitez pas durant ce Time to Talk à poser vos questions dans le chat, donc on y répondra au fur et à mesure. Et je ne vous embête pas plus longtemps et laisse la parole à Simon. Bon, super. Merci Lou. Voilà, merci à tous. On va commencer direct. Je vais vous faire un partage d'écran. Euh, comment se décompose un peu ce temps de parole? Comme l'a dit Lou, vous pouvez intervenir, donc poser vos questions. Voilà, l'idée que ce soit un moment interactif de dialogue entre nous. On n'est pas là en tant que sachant et on ne vient pas imposer une vision. On vient partager plutôt une vision, mais la co-construire avec vous. Donc, allez-y. J'ai un peu de théorie sur comment on conçoit des modèles économiques à visée régénérative. Qu'est-ce que c'est que ces modèles? Et ensuite, je vous présente un programme très concret qu'on lance sur le territoire pour justement mettre en place des solutions. Et on aura le témoignage d'Alexandre Fassi, qui est secrétaire général d'une association qui s'appelle Marcea, anciennement Cap au Nord Entreprendre, hein, qui fédère les entreprises des quartiers nord de Marseille, qui lui lance, qui s'intègre dans notre programme Régénérons, qui lance un défi à visée régénérative et viendra nous expliquer pourquoi. Donc voilà, on a à peu près 1 heure ensemble. Je vous fais un petit partage d'écran de mon doc. Tic, 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 tic. Évidemment, c'est toujours comme ça. Pourquoi je ne le trouve pas alors que tout à l'heure, il était là. Bim, bam, boum. Alors, écran, tableau, afficher toutes les fenêtres. Ok, c'est pas. Hop là, c'est là. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais? Ok, go. Oui, oui. Avant de commencer, on va faire un tout petit peu de théorie. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous connaissez ce schéma qui s'appelle la théorie du donut? C'est pour ça que la question, c'est est-ce que vous aimez les donuts? Non, vous ne connaissez pas? J'ai vu des têtes un peu. Tout le monde Oui, ne connaît pas. Soyez oui. rassurés. Je demande tout le temps à chacune de mes interventions si vous connaissez. 99% des gens me disent non. Et pourtant, c'est un schéma clé aujourd'hui euh, qui permet en tout cas d'avoir un schéma unique qui résume la situation dans laquelle on est. Ce schéma a été inventé, conçu par Kate Raworth, je vous ai mis le nom à gauche, qui est une économiste anglaise. Et elle s'est dit, putain, comment on résume la situation actuelle? Et la situation actuelle, elle est, pour faire simple, nous, l'humanité, notre survie, sans être pessimiste, machin, où est-ce qu'elle se situe? On est tous conscients qu'il y a le dérèglement climatique, qu'il y a plein d'enjeux, le plastique, l'eau, machin, il y a plein d'enjeux. Elle s'est dit, OK, comment je fais pour schématiser ça? Et en fait, elle a listé, avec d'autres scientifiques, d'autres partenaires, elle a résumé à 9 limites planétaires, elle a identifié 9 limites planétaires qu'il faut absolument surveiller, qu'il faut absolument ne pas dépasser, puisqu'il y a des seuils émis par les scientifiques et justement d'équilibre à ne pas dépasser sur ces enjeux, on va dire, environnementaux. Mais l'environnement n'est pas tout, il y a aussi le social. Et en fait, notre juste équilibre, il est comment on optimise les planchers sociaux, qui sont le cœur du donut, l'accès à l'eau, l'accès aux revenus, l'accès à l'éducation, la résilience, la voie, l'emploi, l'énergie, l'équité sociale, l'égalité des sexes, la santé, la nourriture. Comment tout ça on l'optimise tout en minimisant les seuils environnementaux. Ça permet de comprendre un petit peu qu'on doit vraiment se situer entre, on optimise les curseurs de social, on baisse les tensions environnementales, et aussi pour comprendre qu'il n'y a pas que le changement climatique. Hein. Le changement climatique est un enjeu environnemental sur 9. L'utilisation de l'eau douce en est un autre, le cycle de l'azote en est un autre, l'acidification des océans en est un autre. Bref, il y en a 9. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont tous interconnectés. Quand il y en a un ou deux qui débordent, ça va venir euh, impacter les autres. Ceci étant dit, où en sommes-nous aujourd'hui et vers où allons-nous? C'est la slide suivante. N'ayez pas peur, c'est pas grave. On en est là. C'est-à-dire qu'en 2015, en 2009, pardon, on avait dépassé 3 des 9 limites planétaires. En 2023, on en a dépassé 6. Ça permet de juste visualiser qu'il y a quand même une accélération de cette empreinte de l'activité humaine, entre autres, sur
les limites planétaires. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, ou en tout cas, il est avéré qu'elles sont interconnectées. Donc effectivement, quand le réchauffement climatique, euh, le changement climatique donc, augmentation de la température, ça va augmenter aussi la température des océans, qui va augmenter elle-même donc l'acidification des océans, qui elle-même va impacter machin. Et il y a un peu un effet boule de neige. Donc on doit être très très vigilant quand on lance des entreprises, puisque là on a un focus entreprise, à essayer de voir sur quelle limite environnementale on agit et on peut agir. Ça, c'était une petite introduction sympa pour détendre un peu tout le monde. On en est là aujourd'hui. OK. Euh, Maintenant, on va faire un focus entreprise. Dans le cadre du partenariat avec la CPME 13, on a autour de la table des collaborateurs, des entrepreneurs. On est plutôt dans un focus entreprise. Si je dézoomais un tout petit peu, il y a quand même à chaque fois ces triptyques entreprise, citoyen, politique, qui sont les leviers d'action pour essayer d'avoir justement un impact sur le fait d'aller taper le mur le moins vite, le moins fort possible. Vraisemblable qu'on va taper un mur, mais essayons de faire que ce soit le moins vite possible, ou même peut-on l'éviter. Donc il y a le triptyque politique, très bien, citoyen, très bien, entreprise. Là, on a un focus entreprise. Aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on ne peut plus forcément la créer comme avant, où avant, c'était le seul but, c'était quasiment d'aller chercher de la rentabilité, qui reste aujourd'hui, bien évidemment, un curseur à surveiller. Mais au vu de la situation globale, ce n'est pas suffisant. OK. Du coup, il y a ces nouveaux modèles d'affaires qui arrivent. Euh, et en tout cas, pour vous faire un petit peu une chronologie sur l'évolution des modèles d'affaires, avant, je reviens il y a 50 ans, on créait des boîtes dans une logique plutôt d'entreprise extractive. Ils n'avaient pas la notion de la rareté de la ressource, ou ils ne voulaient pas l'avoir. Ils pensaient que la Terre était un monde avec des ressources infinies. Bon, très bien. Donc, ils faisaient des extractions, on consommait les ressources et on créait des déchets, pour faire simple. Il n'y avait pas cette notion tout à l'heure qui avait été évoquée de justement d'éco-circularité et de circularité. Ça, c'était les entreprises d'avant. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années pour les plus innovants, on a commencé à réfléchir à justement l'entreprise durable, les labellisations, euh, plein de choses, et de se dire, tiens, comment je vais faire évoluer mon modèle, mon service, pour avoir le moins d'impact possible. Je vais être dans une approche, comment je fais moins de mal à l'environnement. Okay. Comment je réduis mes émissions de CO2, comment je réduis mes consommations en eau, comment je réduis mes consommations consommation, oui, en matière. D'accord. Donc, d'où là est arrivé l'éco-circularité, l'éco-conception, bien évidemment, et toutes ces notions liées à la circularité. Okay. Plutôt dans une approche, je réduis, qui est fondamentale, qui est clé. Et comment, du coup, je préserve les écosystèmes. Depuis peu, depuis quelques années, il arrive une nouvelle tendance qui est un peu disruptive, qui est un peu différente, qui est de dire, punaise, c'est bien de faire moins de mal, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire plus de bien? C'est-à-dire, au vu des limites, des tensions qu'on a vues sur le premier slide, sur les limites planétaires qui sont dans le rouge vif, limiter, c'est bien, mais punaise, il faut qu'on répare maintenant, il faut qu'on restaure, il faut qu'on régénère. C'est facile à dire. Mais déjà, c'est intéressant de l'avoir d'un point de vue théorique. Comment? Alors, est-ce que les boîtes les plus pérennes, est-ce que la boîte de demain, si on se projette, est-ce que les boîtes de nos enfants, de nos petits-enfants, ne seront pas ces boîtes-là, c'est-à-dire ces boîtes qui sont rentables, évidemment, on ne remet pas en cause la rentabilité financière, les boîtes qui sont rentables et qui ont intégré dans leur modèle économique le fait d'avoir un impact positif sur le vivant. Okay. Alors là, elles seront pérennes. Elles s'intègrent réellement dans les contraintes d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un pas de côté. Comment je fais plus de bien? Donc, comment, au plus mon activité se développe d'un point de vue chiffre d'affaires, au plus elle répare, elle régénère les écosystèmes. Les spécialistes feront une distinction entre régénérer, restaurer, réparer. Là, ce n'est pas le but. Bon, régénérer égale réparer pour l'instant, à notre niveau. Il y a des petits ajustements qui font que. Mais
En tout cas, voilà, là-dedans, logique plus de bien. Je régénère les écosystèmes donc vivants donc vivant, c'est humain et non humain, donc c'est le social et l'environnement. Hein. Il n'y a pas que l'environnement. On ne peut pas être focus 100% environnement en oubliant les humains. De la même manière, on ne peut pas être focus 100% humain en oubliant l'environnement. Donc, parfois, ce n'est pas possible d'avoir les deux curseurs au même niveau, mais c'est quand même bien important de les avoir en tête pour dire là-dessus, je vais avoir un focus plus important environnement, mais je ne néglige pas le social. Par contre, sur d'autres solutions, bah, je vais avoir un focus beaucoup plus important social, mais il ne faut pas que je néglige l'environnement. Il n'y a pas d'arbitrage aujourd'hui. Et par contre, ce qui est vachement important, ce qui est clé, ce qui est différenciant par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est la vision écosystémique. On ne peut plus tout seul concevoir une solution qui soit régénérative. Ça passe forcément par la création de coopérations, coalitions, euh, appelons comme on veut. En tout cas, ce n'est pas tout seul. Il va falloir s'associer, créer avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, parfois même ses concurrents, qui ne viennent plus des concurrents, en fait. Une solution cohérente qui soit rentable, avec un partage de valeur assez transparent, où on se répartit ensemble une part cohérente du gâteau en fonction de l'action qu'on va avoir, pour avoir une action positive sur l'environnement et le social. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Si je suis, si je suis constructeur immobilier, je ne peux pas tout seul concevoir des solutions de construction immobilière qui soient régénératives. Ce n'est pas possible. Par contre, si je suis constructeur immobilier et que j'associe mon terrassier, que j'associe tous mes corps d'État, que dans mon modèle économique, j'intègre des associations qui vont avoir un lien avec le vivant, là, je peux avoir une nouvelle offre qui réponde à un besoin de marché, construire des maisons, pour faire simple, et qui ait un impact positif. Mais je dois créer un groupe, une coalition. OK? Ça, c'est un peu de théorie. Maintenant, on va prendre un petit cas pratique. Sympa. Décathlon. Estelle, ça va te parler, je pense que tu as bossé ces Décat, si je me rappelle. C'est un cas théorique. Ce qui est à gauche, ce qui est en blanc, c'est ce qu'ils font déjà. Ce qui est à droite et ce qui est du coup machin, c'est ce qu'ils font pas déjà. Ce qu'ils pourraient faire pour être régénératif. Mais du coup, moi, je pense que par l'exemple, on comprend vachement mieux. Donc, je vous ai donné un exemple très concret. Décathlon, tout le monde connaît Décathlon, donc on a pris cet exemple qui, comme ça, tout le monde le comprend. Décathlon, il fabrique des articles de sport. Hein, je suis dans une vision assez schématique, hein, volontairement. Euh, alors, initialement, ils avaient bien qu'ils soient une boîte très très innovante, Decathlon, ils étaient dans un modèle plutôt linéaire, même s'ils avaient leurs propres usines dans le monde entier. Ils extrayaient la ressource, ils fabriquaient une raquette de tennis, ils vendaient la raquette de tennis en magasin. Très bien, très bien. Ils se sont rapidement dit, on va avoir nos propres usines, on va faire de l'ACV, analyse de cycle de vie de nos produits, on va travailler sur l'éco-circularité. Donc, ils ont assez rapidement mis en œuvre sur toute une gamme de leurs produits, notamment celle en marque blanche, euh, de leur force, des produits plutôt éco-responsables. Donc, ils étaient plutôt dans un modèle linéaire, responsable, mais d'éco-conception et de recyclage. Bon. Ça, c'est assez classique, schéma classique d'une entreprise plutôt innovante, plutôt éveillée, mais très bien. Ils ont commencé à faire un test l'année dernière en Belgique, vachement intéressant, qui commence à tendre vers le régénératif. Premier pas, on arrête de vendre des produits, on loue des produits. C'est-à-dire que ma raquette de tennis, au lieu de la vendre 100 euros à Simon, je vais dire à Simon, tu prends un abonnement 50 euros par mois, et pour 50 euros par mois, tu as le droit à 400 euros de matériel dans mon magasin. Pour 90 euros par mois, tu as le droit à 800 euros de matériel. La même raquette de tennis, Simon, il va l'utiliser pendant un mois et demi, 2 mois. Après, il va la remettre en magasin. Il va dire, j'arrête le tennis, je fais du bad. Après, je fais du machin, je fais du machin. Donc, le temps d'utilisation de cette raquette va être largement augmenté. Decathlon va fabriquer moins de raquettes. Donc, le stress sur l'extraction des ressources va être moins important. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est la rentabilité dans tout ça. Ils se sont rendus compte que c'est un POC qu'ils ont fait en Belgique. Donc,
Sur le POC, c'était 9 fois plus rentable que le fait de faire de la vente en direct. Le fait de proposer des abonnements avec un panier d'achat, un panier de pouvoir d'achat pour des matériels sportifs était 9 fois plus rentable que le fait de vendre les produits en direct. Ça, c'est vachement intéressant. Cela dit, s'ils s'arrêtent là, ils sont assez performants, mais néanmoins, ils restent dans une approche, je fais moins de mal. Hein, dans la frise de tout à l'heure, ils restent au milieu. Comment on fait pour qu'ils fassent plus de bien? Que devrait faire Decathlon pour devenir régénératif? Là, ce qu'on appelle l'économie servicielle, c'est un point de passage qui est vachement intéressant, notamment quand on vend des produits, ce qui est vachement intéressant, mais qui n'est pas la finalité, qui n'est pas le point d'arrivée. Si on veut aller plus loin, qu'est-ce que nous, on aurait pu proposer à Decathlon? On aurait dit à Decathlon, tiens, imaginons, tu changes d'écosystème, je passe sur les surf ou les paddles, surf ou paddle. Tu loues tes paddles, très bien. Maintenant, ce n'est pas toi, Decathlon, qui va louer tes paddles. Tu vas proposer, ou tes surf, tu vas proposer aux écoles de surf de louer tes paddles ou tes surf. Ok. Moi, je suis utilisateur Simon, je veux faire du surf. J'arrive sur une école de surf, je loue le surf. Très bien. En tant que Decathlon, je leur dis, je vous propose mes matériels à tarif préférentiel. Et en même temps que vous louez mon matériel à vos utilisateurs, donc je vous propose du matos super qualité, pas de souci. Je veux que vous vous engagez, on crée une sorte de partenariat dans lequel vous vous engagez à préserver le milieu marin dans lequel vous évoluez. Vous êtes un club de surf, vous vous engagez à euh, faire de l'éducation aux jeunes générations et aux anciens sur comment préserver le milieu marin, à ramasser les déchets du littoral, à préserver la biodiversité dans l'espace où vous êtes. Et vous, quand vous êtes un club de surf, c'est cohérent. C'est archi cohérent. Et là, on pourrait avoir un impact positif. C'est-à-dire qu'au plus l'école de surf développe son activité, au plus elle loue du matos des quatre, très bien. Donc, il y a un intérêt business. On a une sorte de équilibre économique qui s'installe, très bien. Et en plus, on a de manière intrinsèque le fait qu'ils font de l'éducation, la préservation de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est intrinsèque au modèle économique. Ça peut être régénératif. Sachant que là, c'est un exemple avec la pratique du sport, où on pourrait tout à fait avoir une objection en disant le sport est de nature régénératif, puisqu'il fait du bien à la santé, et donc on est par essence régénératif. J'entends, j'entends. C'est une objection qui est audible. On est régénératif sur le côté santé, le côté humain. Quid du côté environnemental? Bah, tiens, le côté environnemental, je dois créer des partenariats avec des assos ou des acteurs qui sont en lien avec cet écosystème. Et ce que je dis pour le surf, parce que c'est parlant, ça permet de comprendre, mais on peut le dupliquer à plein d'autres écosystèmes. Ok. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que Decathlon seul ne peut pas y arriver. Decathlon il reste sur son métier, je fabrique mes produits, je les loue, je passe en serviciel, génial, donc j'extrais moins de ressources. Je m'associe, je crée des partenariats avec d'autres acteurs, par exemple associations, qui vont proposer mon service et également avoir un enjeu, un impact sur l'environnement qui n'est pas mon métier à moi direct. Je demande à ceux qui sont proches du terrain de l'être. Et le club de surf pourrait très bien dire, écoute, moi, mon métier, c'est de donner des cours de surf. Ce n'est pas moi qui vais faire l'éducation à la biodiversité. Donc, le club de surf va sourcer une asso locale pour qu'elle puisse le faire, parce qu'ils savent qu'ils ont des financements. Ce sera dans le modèle économique. C'est intrinsèque au modèle économique. Et là, si on se projette, si on dézoome, on se dit c'est peut-être pas mal ça, il y a quelque chose. Je crée un modèle, je vous propose un produit ou un service, et j'ai vraiment une action positive sur l'environnement. Est-ce que ça vous va? Ouais? Ok, n'hésitez pas, hein. Donc là, après, ça c'est un peu de théorie. Nous, ce qu'on a mis en place, je ne me suis pas présenté, j'étais très mal poli, punaise. Euh, Justement, nous, effectivement, hein, comme l'a dit Lou, je travaille chez Rive-Neuve. Rive-Neuve, on fait plein de choses, hein. On monte des fonds d'investissement impact sur le territoire. On a un cabinet de conseil en RSE. On accompagne une centaine de clients dans leur stratégie RSE, de la start-up au grand compte, sur le territoire. Et on lance un grand programme, justement, d'intelligence collective, d'open innovation,
pour concevoir ces nouvelles solutions régénératives. Et c'est ça que je vais vous présenter en 5-10 minutes pour que vous compreniez ce qui se passe. Parce que j'ai des exemples très concrets d'entreprises qui lancent, qui cherchent à trouver des solutions. Et ça vous permet justement de monter un petit peu en connaissance là-dessus. Donc nous, c'est un grand programme, hein, c'est de l'intelligence collective, c'est de l'open innovation, et c'est l'occasion d'être sur une offre à impact positif du territoire. Grosso modo, nous, on va adresser tous les grands enjeux sociétaux, se loger, se nourrir, se vêtir, se former, se déplacer, là. On a des entreprises qui veulent répondre à un enjeu sociétal, donc qui vont, dans notre jargon, lancer un défi, et on va construire autour de ces entreprises des groupes de travail de 10, 15, 20 personnes qui sont plutôt la moitié des parties prenantes de ces entreprises, clients, fournisseurs, collaborateurs, partenaires, et 10 autres personnes qui sont d'autres personnes qui vont amener leur vision et faire de la vraie intelligence collective, et pas être que entre col blanc, mâle blanc dominant, pour faire simple. En tout cas, il y a vraiment cette notion de mixité et d'intelligence collective. Vous excuserez mon franc-parler, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, Simon. Mais voilà. Grosso modo, on lance une cinquantaine de défis. Un défi, ça dure 3 jours et demi. C'est 28 heures de formation. C'est piloté par une de nos sociétés qui est Rive-Neuf Formation. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça ouvre droit à des financements. Hein, le frein de budget est toujours un frein majeur. Donc, les OPCO, le FNE, BPI, sur certains cas, financent ces défis. Euh, je passe parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les exemples concrets. Mais comme ça, vous avez une vision complète. Un défi, c'est 2 jours, une nuit. On crée le groupe. On fait remonter plein d'idées pour répondre à l'enjeu posé par la société. Une demi-journée, on choisit 2 idées et on commence à les structurer pour rentrer dans le modèle économique. Qu'est-ce qu'est le modèle économique de cette solution? Troisième jour, quelle coopération on met en place pour y arriver? Cette coopération est clé. Et le quatrième jour, donc ça, c'est de 4 heures, hein, le jour 2, 3, 4, c'est 4 heures. On s'approprie le pitch pour aller ensuite en parler, aller fédérer autour de nous. C'est un élément clé aussi de la réussite des projets. Voilà où je voulais arriver. Voilà 6 exemples concrets d'entreprises du territoire qui lancent des défis pour inventer, co-construire des solutions à visée régénérative. Vous verrez dans mon vocabulaire, j'emploie souvent à visée régénérative et pas régénératif, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir. Notre intention, c'est de lancer, d'inventer, de concevoir des modèles économiques, des solutions, des produits à visée régénérative. Je ne peux pas aujourd'hui dire qu'elles seront régénératives. On va s'en approcher le plus possible. Première qui s'appelle DeVisubox. Je vous en parle rapidement, comme ça va vous éveiller, ça va vous titiller. DeVisubox, ils font des time-lapse, ils font des photos connectées des chantiers du bâtiment. Donc, sur des chantiers, ils posent des appareils photo avec de l'intelligence artificielle et de l'IoT et ils prennent toutes les X secondes des photos. Très bien. Et ils se sont dit, comment, grâce à ma solution, comment la digitalisation peut améliorer la performance RSE d'un chantier? Une fois que j'ai mis plein de petites caméras avec de l'intelligence artificielle et d'IoT sur mes chantiers, est-ce que si je fédère des promoteurs, des constructeurs, euh, tous ceux qui gèrent des chantiers, dites-moi, c'est quoi vos enjeux RSE? Et nous, on va le piloter. On peut tout à fait piloter l'impact biodiversité, par exemple. On peut tout à fait piloter un enjeu sécurité. L'ouvrier qui n'a pas son casque. Ah, bah attention, alerte. Il y a plein d'enjeux oui, d'enjeux qu'on peut adresser grâce à la digitalisation. Donc, l'enjeu, c'est de fédérer ces personnes autour de la table et de voir comment cette solution digitale peut améliorer déjà la performance RSE des chantiers et ensuite comment on le rend régénératif. Donc, pareil, comment on ne s'arrête pas au milieu du chemin à faire de l'éco-circularité ou du serviciel, comment on rend régénératif, donc comment on se connecte au vivant. Donc là, c'est souvent via des associations qui sont proches de la Terre qui vont permettre d'y arriver. Il faut qu'elles soient implicitement, enfin, directement connectées au modèle économique. Donc ça, c'est de Visubox. Donc là, on a des sociétés comme Mas de Provence, comme Bureau Veritas Construction, vraisemblablement Veolia également, pas mal d'acteurs qui vont y participer pour déjà nous alimenter. C'est quoi nos problématiques, c'est quoi nos enjeux, c'est quoi nos besoins. Et tous ensemble, ils vont co-construire une solution. Bon, on passe au suivant. Vachement bien aussi. Veolia. Veolia, pour ceux qui sont de Marseille, il y a un quartier qui s'appelle La Busserine, ici à Marseille, 14e arrondissement, 3000 habitants. C'est un quartier où c'est très compliqué pour Veolia de ramasser les déchets. Du coup, Veolia lance un défi pour dire comment on améliore la gestion des déchets
et le nettoiement du quartier, très bien, en s'appuyant sur la mobilisation des habitants. Comment on fait pour que les habitants, pour embarquer les habitants d'un quartier QPV, comme on dit maintenant. Salut Alex, je finis 5 minutes après, je te donne la parole. Euh, Alexandre qui vient de se connecter, il est secrétaire général de l'association, c'est pas un jour, qui s'appelle Cap au Nord, qui s'appelle maintenant Marcia, et qui lance un défi. Et il va venir vous expliquer pourquoi il lance un défi. Il vient un peu témoigner du pourquoi. Donc là, Veolia, j'en suis au deuxième. Leur défi, c'est comment on embarque les habitants de ce quartier à être partie prenante de la gestion des déchets. Donc là, on embarque évidemment Veolia qui lance ce défi. On embarque le bailleur social, l'OGIREM, on embarque le groupe SOS qui est spécialisé dans l'insertion sociale, on embarque des habitants de ce quartier à venir co-construire une solution qui permette que leur quartier soit correctement géré par le prestataire qui est Veolia. Okay, une fois qu'on les aura autour de la table, il faut qu'on comprenne les enjeux, les problématiques, les solutions qu'on peut apporter, un modèle économique pérenne, rentable, et une solution qui soit régénérative. Nous, on n'arrive jamais avec la baguette magique en cling, il faut faire ci, ça, 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 ça. Non. Intelligence collective, on co-construit ensemble une solution. Nous, on vient animer le groupe et donner des axes de direction. Ça, c'est un enjeu environnement et social sur Veolia, on voit bien, c'est un peu les deux, c'est environnement et social. Le troisième, BDO. BDO, c'est un cabinet d'experts comptables qui fait du service. Lui, il s'est dit, moi, l'environnement, c'est loin de mon activité, même si ça me parle vachement, mais je ne vois pas comment adresser le sujet. Par contre, adresser le sujet de l'emploi, de la détresse du dirigeant, quelle coopération on met en place pour éviter la cessation de paiement des entreprises du territoire, ça fait sens. Ça répond un peu plus à son besoin d'accompagnant dans l'entreprise du territoire. Donc là, on va créer un groupe, pareil, avec des experts comptables, des banquiers, des commissaires-priseurs, des repreneurs, pour voir dès qu'une entreprise a des problématiques, comment quelle coopération on peut mettre en place pour l'accompagner. Là, on est beaucoup plus sur un aspect social pour le coup qu'environnemental. Il est possible que sur certains, l'environnement soit peu adressé parce que peu adressable. Et s'il y a un gros focus emploi, stress, diminution du stress, accompagnement du dirigeant, on le fera. Je vais laisser la parole à Alexandre, mais je passe tout de suite aux deux derniers. Comme ça, après, je laisse Alexandre peut-être présenter Marcea, ex-Caponor et son défi. Les deux autres, c'est aussi très intéressant. Telaqua, qui est une startup qui fait de l'irrigation connectée. Ils irriguent des grandes parcelles agricoles dans le monde entier, et très peu ici, en Provence. Et l'idée, c'est de créer un groupe avec eux à réfléchir comment on repense et comment on rend exemplaire euh, l'irrigation agricole ici en Provence et la gestion de l'eau de manière plus générale ici dans le bassin versant ou dans la région PACA, avec autour de la table des agriculteurs, des viticulteurs, des spécialistes de l'eau, le canal de Provence avec qui on est en discussion, pour que tous ces acteurs puissent réfléchir ensemble à comment, un, repenser la gestion de l'eau et deux, la rendre régénérative. Là, c'est pareil, c'est assez simple, enfin, c'est assez simple. Intuitivement, si on gère mieux l'eau, il y a moins de sécheresse, il y a une biodiversité qui survit de manière plus facile dans les cours d'eau. Donc l'aspect positif, il peut être intéressant. Mais encore, l'idée, c'est de pousser le groupe à aller plus loin sur cette notion de gestion de l'eau. Et le dernier, pour votre culture connaissance, Biopooltech fabrique des piscines avec filtration par micro-organismes vivants. Donc, il fait des piscines qui sont non salées, non chlorées. Et l'idée, c'est de dire, donc en fait, ses clients ont de rivière en fait dans leur piscine. Comment on repense demain les piscines comme des zones de stockage d'eau et non pas juste une zone de loisirs pour cadres supérieurs et autres. Mais disons que quand le préfet dit on coupe l'eau, ah non, en fait, moi j'ai de l'eau de rivière, je vais arroser mon jardin. Éventuellement, si je suis bon seigneur, je vais arroser le jardin de mon voisin. Je vais préserver déjà ma biodiversité locale. Euh, comment les piscines ne seraient pas des micro-bassines, on va dire, pour être un peu polémique, mais un focus micro, quoi. Voilà, c'est ça qu'on va repenser sur les défis. Et le défi lancé par Caponor, ex-Caponor Entreprendre, qui a changé de nom il y a 15 jours, qui s'appelle maintenant Marcea. Je vais laisser Alexandre prendre la parole, mais c'est comment on arrive à créer des boucles ultra locales de valorisation des déchets pour les entreprises des quartiers nord. C'est-à-dire que Marcea accompagne les entreprises des quartiers nord, donc 13, 14, 15, 16. Comment on fait d'un point de vue extrêmement local pour que les déchets d'une entreprise puissent être les matières premières d'une entreprise d'à côté? Comment un besoin en approvisionnement d'une entreprise peut être répondu par l'entreprise d'à côté? On revient à du micro, qui est une des vocations évidemment de Marcia.
Donc, ils ont lancé un défi. Alexandre, tu veux que je te laisse la parole du coup un petit peu, ouais? Je peux présenter Marcia et un peu ton défi si tu veux. Et puis peut-être ce que tu en attends. C'est intéressant aussi en toute transparence, hein. Qu'est-ce que tu en attends? Voilà. Oui, je vais dire un peu tout ça. Bonjour à tous et toutes. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez Cap Honor Entreprendre et maintenant Marcea Nord Développement. En tout cas, les orientations sont toujours les mêmes. Notre enjeu, c'est en tout cas, c'est participer à la transformation du territoire par et pour les entreprises et montrer que, en tout cas, nos entreprises ont une capacité à être actrices de leur environnement et que nous, on accompagne ça. Donc, on a un peu plus de 330 entreprises dans le réseau, donc installées sur le bassin nord, de tout type, hein, petites, moyennes, grandes, mais aussi des acteurs éducatifs, des acteurs associatifs aussi. Enfin, en tout cas, on a une génération d'acteurs qui dépasse l'entreprise pour parler vraiment d'acteurs économiques. On a trois sujets thématiques. Je ne vais pas parler de la relation interadhérent, de l'action et de l'influence. Ça, c'est, on va dire, pour les adhérents de la CPME, ils savent à peu près ce que c'est. Mais nous, on a choisi d'agir prioritairement sur trois grands sujets qui permettront en tout cas à nos entreprises de vivre mieux sur leur territoire et de participer au développement du territoire. Le premier, c'est la question de l'emploi et donc du besoin en compétences des entreprises, avec toutes les caractéristiques sociales aussi spécifiques au territoire nord pour générer de la proximité, être utile au territoire tout en étant utile aux entreprises. Le deuxième sujet, c'est la question de l'accessibilité et des mobilités. Donc comment favoriser les déplacements vers les entreprises des quartiers nord. Donc en priorisant bien sûr toute la partie décarbonation, mais l'enjeu c'est quand même de travailler sur l'accessibilité. Donc que ce soit via les transports en commun, en entreprise, en véhicule individuel, en transport collectif ou autre, mais en tout cas trouver des solutions qui permettent de désengorger nos voies et d'offrir des possibilités à nos entreprises d'accueillir au mieux leurs collaborateurs et futurs collaborateurs. Le troisième sujet, c'est tout ce qui va concerner l'environnement et le cadre de vie. Donc forcément pour améliorer la vie des entreprises sur le territoire. Trois sujets qui semblent assez éloignés de la réalité que beaucoup de gens ont de ce territoire, mais qui nous semblaient en tout cas, nous, importants de prendre à bras le corps et d'agir. Agir avec nos entreprises pour qu'elles soient aussi actrices de cette évolution. Et il se trouve au cours des années, sur ces thématiques, on a vraiment développé une expertise qui nous permet d'être entendus par nos partenaires publics, institutions et de plus en plus d'entreprises, le réseau évoluant plutôt positivement. On est parti sur des actions très, très concrètes et je vais resserrer sur le volet environnement. On est parti de la question des déchets. Tout d'abord, le premier, ce qu'on appelle les déchets sauvages et que nous, on appelle les déchets abandonnés, parce qu'ils atterrissent pas tout seuls, les déchets, quelque part. Ils sont abandonnés par quelqu'un. Donc, on a eu ça, c'est remonté là en disant c'est dégueulasse chez nous, il faut absolument qu'on travaille sur ce sujet-là. OK, on l'a entendu, on a été force de relais. Deuxième élément, c'était l'arrêt de la collecte des déchets ménagers en zone d'activité. Où en fait, là, on a pris une décision assez claire, nous, qui était de dire notre orientation, euh, c'est bien sûr de travailler sur l'impact de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM, mais avant tout, c'était d'acculturer nos acteurs économiques sur l'évolution de la loi AGEC sur le traitement des déchets en leur disant, la posture était très simple, c'est il faut absolument qu'on réduise notre production de déchets pour des questions de marque employeur, mais surtout pour des questions d'impact économique, parce qu'on sait pertinemment que si on ne change rien à nos modes de dépôt de déchets, le prix il va être multiplié par 10 tout en ayant un impact négatif en termes d'image sur notre territoire et nos entreprises. Donc, c'est la position qu'on a tenue et on a mis en place des actions concrètes. La première, c'est appelé Co-Collect, où on a travaillé sur une solution qu'on proposait à nos adhérents de collecte des déchets ménagers en zone d'activité avec nos adhérents. Donc, on a orienté un AMI justement pour travailler sur la sensibilisation à la loi AGEC, sensibilisation au tri, sensibilisation à d'autres ingrédients en tout cas, avec un service adapté et des prix adaptés aussi à nos adhérents. Donc, c'est une action qu'on continue à mener avec nos partenaires sans souci. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille dessus. On a même dupliqué ça, fait en sorte que Château-Gombert
donc qui est une association indépendante, et ce service-là aussi, et on a travaillé vraiment à sa mise en œuvre. Donc, on duplique aussi ce type d'action. Deuxième ingrédient qu'on a rajouté, toujours dans la même dynamique, dans la même orientation, c'est travailler sur l'écologie industrielle et territoriale, donc travailler sur des flux de substitution ou de mutualisation entre nos acteurs économiques, sachant que la matière de l'un, qui doit devenir un déchet normalement, peut servir de ressource à l'autre. Donc, avec un gros travail de diagnostic des ressources sur un peu plus d'une centaine d'entreprises et des flux qu'on a identifiés maintenant et qui sont en train de se mettre en œuvre. C'est un peu plus de 250 flux qui ont été identifiés. Donc, l'objectif, toujours, c'est de réduire la production de déchets et de concerner un maximum d'acteurs économiques sur des logiques complémentaires et culturellement un peu différentes de ce qu'elles avaient l'habitude de faire sur le traitement des déchets. Tout en sachant, je le répète, que le déchet, aujourd'hui, enfin, demain, va être 10 fois plus cher dans son traitement qu'aujourd'hui. Donc, cette dynamique économique, elle est vraiment importante. Voilà. Donc, la question, c'est comment on acculture et comment on avance, nous, dans notre force de proposition. Deux éléments sont arrivés. Le premier, avec l'évolution de Marcea, c'était de se dire comment on va pouvoir passer d'expérimentation à des logiques d'impact. Dire que voilà, il y a des choses qui marchent, il faudrait qu'on les duplique et qu'elles soient plus impactantes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est de continuer la culturation et de poursuivre aussi une boucle un peu vertueuse en se disant le sujet d'après, le sujet complémentaire, c'est la question du réemploi. Et donc, on a réfléchi, nous, en interne, avec nos entreprises et autres, et on a abouti à la mise en œuvre d'un laboratoire du réemploi, dont l'enjeu est de se dire qu'est-ce qu'on fait de la matière. Notre territoire, il est très peu résilient. Aujourd'hui, si on devait survivre grâce à nous-mêmes, sur 100%, on est à 4,6%. Donc, ça veut dire qu'on meurt tout de suite si, si on n'a pas d'aide extérieure. On n'est absolument pas résilient sur notre territoire. On ne se suffit pas à nous-mêmes. Donc, l'enjeu, c'était de se dire comment on va pouvoir travailler aussi cette boucle un peu ultra locale autour de la gestion des déchets, tout en se disant on a Co-Collect, on a le programme Optimise avec l'écologie industrielle et territoriale, et on a ce laboratoire du réemploi. Et on a pensé ce laboratoire du réemploi justement pour avoir cette boucle ultra locale, en tout cas proposer un système de gestion des déchets qui permettrait en tout cas de faire réfléchir nos entreprises autrement. Et ce laboratoire du réemploi, il récupère de la matière, il la traite, il la retraite et il produit de nouveaux produits finis, justement, qui vont pouvoir être des produits made in Marseille, made in Marseille Nord. Sachant que aussi, sur la question de la transformation, l'enjeu aussi, c'était de dire il faut qu'on montre absolument tous les déchets qu'on a sur le territoire. Cette fonction un peu muséale, elle est hyper importante en se disant, en gros, si je montre à des designers, si je montre à des différents opérateurs quels sont les déchets, ils vont savoir quoi en faire et venir le chercher à cet endroit-là. Donc, c'était important de le dire parce que ce n'est pas forcément des manières de faire qui sont habituelles. Et l'autre élément, c'était de se dire, travaillons aussi sur un micro-site de production pour dire, à partir de la matière qu'on va collecter, qu'est-ce que vous, artisans ou autres, vous allez pouvoir en faire. Et c'est tout cet ingrédient-là qui a fait le laboratoire du réemploi. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est génial. On a de super perspectives avec des partenaires qui nous suivent. On a une capacité à fédérer à la fois des acteurs du déchet, des acteurs du réemploi et des entreprises, mais il faut que cette sauce prenne un peu plus. Et la décision qu'on a prise avec Rive-Neuve, c'était de se dire, dans le processus en tout cas de développement de notre action, il faut qu'on puisse avoir une réflexion autour de cette économie régénérative qui implique en tout cas de nouveaux experts qu'on n'a pas forcément. Donc nous, on a, dans une démarche de projet à impact qu'on a imaginé, on s'est dit que la compétence de Rive-Neuve de mobilisation et de travail fin sur la méthode Régénérons, en tout cas, allait être utile à l'évolution du projet du laboratoire du réemploi. Et je dis bien, ce laboratoire du réemploi, ce n'est pas un projet qui arrive tout seul sur, voilà, comme ça, on s'est dit, tiens, on va travailler sur le réemploi. Non, c'est une démarche globale qui arrive dans une troisième étape de notre action autour de la gestion des déchets, qui part d'un principe qui est d'acculturer aussi nos acteurs économiques à cette nécessité de travailler le déchet autrement. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Alex, pour ton Ah ben, témoignage. Et voilà, j'espère que vous avez pu comprendre que ça reprend un peu ce que je disais avant, c'est que
il y a l'aspect réduction. Alors, il y a Alexandre, il y a évidemment l'éducation, réduction, et ensuite comment on passe au régénératif. Et que nous, via Régénéron, on est un outil en fait pour fédérer autour de la table différentes parties prenantes et les accompagner à aller plus loin. Puisqu'il nous reste 15 minutes et on va essayer de garder le timing, bah, c'est le temps du question-réponse. Donc, je suis là, moi, pour vous répondre à toutes vos questions. Et Alexandre aussi, si vous avez des questions sur Marcea et son durée d'emploi, son retour d'expérience, sur ce qu'ils ont pu mettre en place avec ses partenaires, ses clients, on est là un quart d'heure. Donc, allons-y en toute bienveillance pour discuter, quoi. Juste dans la suite de ce que les quelques mots que j'ai indiqués tout à l'heure, on voit, c'est une formidable communauté qui se crée depuis 2013. Alors ça, c'est mon point de référence, hein, 2013, l'année où on a créé l'Institut d'économie circulaire. Et une formidable... L'idée, c'était de créer une communauté. Et là, c'est ce que vous avez montré, c'est que grâce à ces outils d'économie, pas que l'éco-conception, mais aussi l'économie de la fonctionnalité, l'écologie industrielle. L'objectif de l'écologie industrielle, c'est de faire travailler au départ sur un bassin, sur un même bassin d'activité, des acteurs qui vont mettre en commun leurs entrants et leurs sortants, les entrants des uns deviennent les sortants des autres, etc., etc. Et inversement. Donc, ça montre comment ces outils continuent de travailler, comment la communauté grandit avec des acteurs publics, privés, à des tailles différentes, associatifs, etc. Donc, merci pour ces exemples. Et on ne peut que s'enthousiasmer de la dynamique qui ne cesse de grandir et qui va encore et encore et encore plus loin. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Marjorie, et merci de ce retour. Euh, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, hein, sur le modèle économique de Régénéron, parce que j'ai envie aussi de vous tendre une perche, c'est-à-dire que venez, en fait, venez vous former à l'économie régénérative. C'est-à-dire que le programme Régénéron, comme je vous l'ai dit, c'est des groupes de 15 à 20 personnes qui vont être constitués. La moitié, allez, 60% sont directement liés à l'activité, puisqu'on veut les parties prenantes, on veut ceux qui vont ensuite mettre en place la coopération. Mais il y a aussi des places pour des personnes qui ne font pas partie de cet écosystème, qui viennent se former, qui viennent ensuite comprendre et peut-être mettre en relation pour permettre de trouver des solutions très concrètes pour notre territoire. Le coût de participation, il est de 2 000 euros par personne, il est finançable à peu près à 60% par les OPCO. Donc, c'est vraiment un bon moyen aussi pour travailler sur un cas concret, comment on réinvente une solution à visée régénérative sur le territoire. Voilà. Alex, tu voulais pas parler? Ouais, Oui, je voulais la continuité de ce qu'a dit Marjorie, il y a un point qui me semble assez important et c'est valable sur l'économie régénérative, l'économie circulaire, en tout cas toute ce côté vertueux en tout cas de l'évolution de notre économie. Il y a quelque chose qu'on s'est appliqué sur un point très précis de l'emploi, sur les personnes très éloignées de l'emploi, c'est passer de l'exception à la norme. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu de ce type de programme, autour d'actions très très concrètes, hein, enfin nous, on ne prend pas le programme Régénérons comme juste un programme dans lequel on rentre. On est sur une démarche un peu plus globale. Vous m'avez perdu ou pas? Non, non, c'est bon. Ah, c'est bon, parce que j'ai mon écran qui a disparu. Je ne vous vois plus. Comment on est sur un outil qui est au service de cette vertu, en fait. Et ça, c'est vraiment important de se dire, bah oui, il y a de nouvelles normes, en tout cas, qui peuvent apparaître. Il y a des choses qu'il faut absolument qu'on prenne en considération. Et parfois, simplement, le fait de se le dire, ça ne suffit pas. Nous, on le voit sur le volet acculturation, c'est hyper important. On a des entreprises qui nous disent, mais en fait, mais moi, c'est ce que je veux faire. Mais comment c'est perçu, comment je le travaille, la dynamique collective, elle n'est pas intuitive. Donc, voilà. Et puis après, il y a l'acculturation et le lien aux différents partenaires d'un même territoire qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. En tout cas, moi, le passage de l'exception à la norme, il est possible par l'acculturation et par le travail, par certains outils, en tout cas, qui vont être nécessaires pour permettre à l'entreprise de se situer sur son évolution par rapport à des enjeux ou des valeurs qu'elle a envie de voir représenter et de se dire, bah ouais, je ne suis pas le seul et il y a des possibles, en fait.
Et ce n'est pas réservé aux grandes entreprises, hein. Enfin, même, je dirais plus que l'agilité, en tout cas, d'une PME est complètement enfin, bien posée pour travailler sur ce type d'évolution. Ouais, merci Alexandre de lire que ça ne concerne pas que les grandes entreprises, mais ça concerne chaque individu, une entreprise unipersonnelle ou une association, parce que à partir du moment où on respire, où on se meut, dans le sens de mouvoir, où on a une activité, quelle qu'elle soit, on a un impact. Donc, chaque activité, chaque pas que l'on peut faire nous concerne. Donc, c'est ça, c'est là-dessus, je pense que on a besoin de tous continuer à travailler. C'est pour sensibiliser et faire comprendre que ce n'est pas seulement dans le cas où on est une grande entreprise, où on a une certaine capacité financière, qu'on peut travailler sur tous ces points-là, sur l'eau, sur la mobilité. Tout le monde est concerné. Chacun à son échelle et avec ses moyens financiers. Il y a un gros travail encore là-dessus à faire, mais je crois qu'il sera sans fin sur cette sensibilisation-là. Pour que Et tout je le monde dirais, se sente concerné. et je dirais même que les choses sont beaucoup plus visibles à l'échelle d'une PME qu'à l'échelle d'un grand groupe. Et l'enjeu pour nous, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut montrer comme action concrète qui est produite sur un territoire. Et il y a un effet d'entraînement qui peut être vraiment naturel, en tout cas, à partir du moment où certaines entreprises se mobilisent pleinement. Voilà. Donc, pour reprendre ton propos, oui, au contraire, enfin, nous, ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, on a des grands groupes qui ont des intentions, qui ont du mal à les mettre en œuvre et qui le disent, hein, et qui ont besoin de former et d'acculturer beaucoup de collaborateurs, alors que sur une PME, ça peut être beaucoup plus rapide. Ça peut être beaucoup plus rapide avec des choses qui peuvent être hyper concrètes dans l'entreprise rapidement et partagées. Est-ce qu'on a d'autres questions, observations, retours, points de clarification nécessaires? Il nous reste 6 minutes avant que Lou nous fasse sa petite conclusion. Si vous avez envie de prendre la parole, le micro est ouvert. On a une petite question sur le chat. C'est de Alexine de Pulpe de Vie. Est-ce qu'on peut avoir le contact de Veolia PACA Marseille? Merci. Donne-moi ton contact et je leur transmettrai plutôt. On va faire comme ça. Envoie-moi un mail, simon@rive9.eu, et moi je leur ferai suivre avec le pourquoi du comment et je leur ferai suivre. Ouais. Une question, Simon. Là, du coup, concrètement, sur la suite, si on veut participer ou contribuer, du coup, on fait quoi? On t'envoie un mail? Bah, le plus simple pour ceux qui veulent voir, c'est que vous allez sur rive9.eu Ouais. dans l'onglet Innovation. Il y a différents onglets, dont un Innovation. Et dans Innovation, il y a les 6 défis qui sont présentés, avec un Ok. petit pitch sur chacun des défis. Et éventuellement, vous choisissez le défi qui vous donne envie. Ok. Parce qu'il y a des défis, les 6 qu'on a présentés. Il y a celui de Marcea sur effectivement les valorisations des déchets des entreprises des quartiers nord. Il y a celui sur l'eau, avec l'agriculture, ou sur l'eau avec les piscines. C'est bref, il y a les 6 défis et il y en a avoir d'autres qui vont arriver, qui sont en cours de discussion. Et tu t'inscris, il y a un petit formulaire, on reçoit le formulaire, on vous appelle entre un jour et 2 jours après la réception du formulaire. On recadre un petit peu bien le contexte, qu'est-ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous venez là. Et puis ensuite, on envoie un devis pour que vous fassiez suivre à votre OPCO, pour ceux qui ont les OPCO. On monte les dossiers de financement, donc FNE ou OPCO, pour qu'il y ait une prise en charge de à peu près 60% de la part de l'OPCO, pour ensuite devenir participant. Ok. Ok. Merci. Voilà à peu près le modèle. De rien. Aujourd'hui, dans la constitution des groupes, voilà, je vous dis, 50% c'est acteurs liés à l'écosystème. Il y a 2-3 personnes de la métropole, parce que la métropole est partenaire, et pour nous, c'était important d'avoir des institutionnels dans les groupes. Parce que tout à l'heure, on a vu dans le triptyque politique, citoyen, entreprise. Ouais, c'est quand même bien de les avoir avec nous dans la réflexion pour mieux comprendre, pour mieux comprendre aussi leurs enjeux à eux. La métropole participe. Et ensuite, c'est ouvert à ceux qui ont envie de se former.
et ensuite de pourquoi pas passer à l'action, soit en direct, soit en mettant en relation des personnes de leur écosystème qui pourraient prendre un- voilà, avoir un rôle à jouer dans la coopération qui va naître. Parce que ce qui va sortir des défis, c'est pas en 28 heures qu'on réinvente la machine, quoi. En 28 heures, on dépoussière, on trouve un axe, on creuse un ou deux axes. Mais le business plan, il n'est pas finalisé. Et parfois, il y aura des trous. Ah, tiens, si on veut vraiment y arriver, il faut faire venir lui. Et c'est pour ça que dans les participants, ensuite, bah, il peut dire, tiens, moi, je peux le faire venir. Bah, je vais le chercher. Ensuite, l'histoire continue. Hein. L'idée, c'est qu'à la fin du défi, on sache qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour y arriver et comment. Il y a quand même une idée on aura construit avec les différents participants un modèle économique rentable et régénératif pour y arriver. Maintenant, bah, comment on fait pour y aller? Okay. Petite dernière question? Oui, moi Voilà. j'ai une question. Ouais, ouais. Bonjour, je m'appelle Mélissa. J'ai une question pour Alexandre de Marcia. En fait, je Oui. voulais savoir combien d'entreprises ça représentait et combien de personnes, enfin, salariés, etc. Marcia? Oui, enfin, surtout par rapport au labo dont vous parliez tout à l'heure. Combien de Alors, personnes et d'entreprises sont engagées dans ce labo? alors là, on est sur les phases d'études, hein, donc personne n'est complètement engagé. D'accord. On est sur la phase d'études. Sur les différents programmes qu'on a, sur CoCollect, c'est un peu plus d'une centaine d'entreprises qui sont collectées. Et sur le programme Optimise, c'est 125 boîtes, je crois, qui sont mobilisées. 125 ou 135, je me ferai engueuler par ma responsable, qui sont mobilisés. C'est une animation qu'on fait tout au long de l'année, hein, autour de diagnostics, autour d'ateliers, sur la méthode aussi d'échange. On s'est rendu compte, par exemple, et ça va rentrer dans le cadre, c'est un des éléments du laboratoire du réemploi, qu'on avait beaucoup de synergies qui étaient identifiées, mais dans la temporalité, en fait, il y avait besoin d'espace de stockage. Donc, on est en train d'identifier avec nos partenaires, Veolia et autres, des espaces de stockage tampons pour permettre, en tout cas, à la synergie de se réaliser. Oui, donc ça prend un peu de temps, mais c'est en bonne voie, quoi. Ah oui, 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 nous, ça fait partie des sujets sur lesquels on est vraiment hyper mobilisés. Les acteurs publics sont mobilisés aussi, que ce soit en Méditerranée, la métropole, la région, l'ADEME sont hyper regardantes en tout cas sur la démarche, sachant que ce que je n'ai pas dit, parce que ça ne rentre pas exactement dans le cadre du programme Régénérons, c'est que dans la boucle ultra-locale aussi, on va valoriser et inciter à la duplication de programmes d'action autour de la gestion des déchets un peu innovantes qui se passent sur le territoire, notamment, par exemple, l'innovation produite par les terrasses du port avec leurs microméthaniseurs et leur centre de tri, où on a un opérateur privé qui met à la disposition d'un collecteur 50% de ces espaces de stockage, soit sur la microméthanisation, donc sur le biodéchet, qui devient une obligation, hein, sur le traitement, et 50% sur un centre de tri, ce qui permet aux collecteurs de faire une boucle ultra locale autour de ce périmètre-là et d'éviter des transports au lieu d'incinération ou autre qui aurait pu être fait, ou alors des lieux de tri ou autre qui étaient beaucoup plus éloignés et qui nécessitaient beaucoup de transport. Et ça, pour nous, c'est quand il y a des acteurs qui s'investissent là-dessus avec des modèles économiques, des investissements qui sont considérables mais efficaces et utiles, bah, on a envie que les voisins sachent ce qui se passe aussi. Donc on est aussi hyper à l'écoute de toutes les actions qui sont menées en dehors de nos programmes qui permettent de travailler sur des boucles ultra-locales et de réduire la production de déchets, et notamment les déchets résiduels et l'incinération. Ok, très bien, merci. Génial. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas hein, pour avoir participé. Lou va conclure et je pense qu'elle va vous donner un petit agenda des autres events CPME 13. On vous enverra la plaquette de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et puis si vous souhaitez entrer en contact avec Alexandre de Marcea, je ne sais pas si Alexandre, il y a quoi il y a le site, c'est quoi? C'est Marcea, il est mis à jour ou c'est Caponor? C'est quoi le site web? Pour l'instant, c'est Caponor. Le site arrivera en janvier.
D'accord. Et Allez après, voir vous sur- pouvez nous contacter par mail. Enfin, je peux vous mettre mon mail dans le chat. voilà. Comme ça, si vous souhaitez entrer en contact avec Alexandre, ben, allez-y, bien sûr. Si vous souhaitez me contacter, ben, le numéro là, il y a bascule sur mon portable, donc voilà, vous savez me joindre. Euh, Merci en tout cas d'avoir été curieux, curieuse de comprendre tout ça. J'espère que ça vous a intéressé, plu, donné envie d'y aller. En tout cas, on est là pour vous prendre par la main sur tous ces sujets RSE, avec grand plaisir. Et Lou, je te laisse du coup conclure. Donc, merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette séance. Donc, comme l'a dit Simon, si vous voulez être contacté par Rive-Neuve, donc n'hésitez pas soit à laisser vos coordonnées via le chat ou soit à prendre les coordonnées de Simon qui étaient affichées. Donc, merci à toi Simon et merci à toi Alexandre. Concernant nos prochains événements, on a un apéro business demain à Marseille à la FEP Sud-Est, donc en partenariat avec la Banque Postale et le réseau Carbao, donc dès 18h30. Donc voilà, pitcher sur vos entreprises et vos activités. Et bien évidemment, le grand rendez-vous à marquer dans vos agendas qui se passe en décembre, c'est le salon Entrepreneur 13, donc le 14 décembre prochain au Palais du Pharo. Donc c'est un salon qui est conçu voilà, pour les TPE et les PME du territoire et qui rassemble un petit peu l'écosystème économique local, des institutionnels, des élus, des entrepreneurs, des étudiants et bien d'autres. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, donc n'hésitez pas à nous contacter et puis à rester connecté sur nos réseaux pour les prochaines annonces. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et merci à tous. Merci. Merci Merci à beaucoup. tous et à toutes. À bientôt, bonne journée. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Merci, à bientôt.